Bonjour, bienvenue sur Zeronet TV pour un numéro de Power hollywoodien. Hollywood va arriver chez vous. Dans ce numéro de Power, on va donc enquêter sur la façon dont ici, les studios, les laboratoires de mastering fabriquent des images pour vous, pour donc les consommateurs, ainsi que pour les salles de cinéma. Comment est-ce qu'on travaille le HDR? Comment est-ce qu'on fait l'étalonnage? On va aller faire un tour au Panasonic Hollywood Laboratory. On va voir les gens de chez Deluxe. On va voir les gens de Company 3. Bref, c'est une enquête complète pendant tout ce numéro de Power. Des secrets incroyables. On fera un petit tour en même temps au CES Las Vegas pour parler du HDR 10+. Bref, moi qui rêvais depuis un petit moment d'arriver à lancer un numéro de Power depuis Hollywood, eh bien c'est fait et je suis super content. Allez, on démarre de Hollywood à chez vous. Séquence émotion, voici une des grandes salles Dolby Vision, Dolby Atmos, ici de travail. Quand on tourne un film ou une série télé, on tourne avec une pellicule ou bien avec des moyens numériques, donc des caméras, RED ou autres, en 2K, 4K, 6K ou 8K, et après il faut travailler ces images. C'est là qu'intervient la post-production. Je vous donne un exemple tout simple. Ridley Scott a tourné The Martian, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a filé le master de ce qu'il a tourné, il a dit voilà, en post-production, vous devez maintenant faire en sorte que les images que j'ai tournées ressemblent au sol de Mars. Donc on a appliqué une colorisation et c'est le boulot du coloriste qui est un véritable magicien qui donc travaille ici. On peut travailler diverses choses. Par exemple, un film qui a été tourné d'une façon quelconque, avec une pellicule ou bien en numérique, ce film n'a pas été tourné forcément ni en HDR ni en Dolby Vision. Donc il faut refaire un rescan de toute la pellicule, retravailler le master pour qu'il soit maintenant aux normes HDR 10+, ou bien Dolby Vision. Ça c'est le boulot des techniciens qui sont ici. Donc on prend une sorte de matériau de base et on le formate. On le formate par rapport à la vision du réalisateur, de ce qu'il veut faire, ou bien de ce que demande, par exemple, Netflix, ou ce que va demander la Fox, ou ce que va demander Warner. On dit voilà, nous on veut que notre film soit en Dolby Vision, bah paf, allez, on le fabrique en Dolby Vision, et qu'on ne le retourne pas. Mais on travaille le master existant. C'est la même chose pour les effets spéciaux. On reçoit quelquefois un master avec uniquement ce qui a été filmé par la caméra, avec un fond vert, et ici on rajoute les effets spéciaux, qui sont souvent en 2K, même si le master a été tourné en 8K ou 4K. Les effets spéciaux sont rajoutés en 2K. Bref, on rassemble tous les éléments qui vont faire le film final ou la série finale dans des salles comme ici. Si vous voyez derrière moi, vous avez donc un banc, c'est un banc de colorisation qui est donc ici, vous avez un grand écran qui est derrière, c'est-à-dire que dans cette salle, pendant qu'on va faire la colorisation ici, on aura l'équivalent d'un écran OLED géant qui est derrière. C'est d'ailleurs une des raisons de ma présence ici, c'est que Panasonic, vous le savez, fabrique des téléviseurs OLED qui sont peaufinés par les équipes techniques de Panasonic Hollywood Laboratory, donc un grand laboratoire de mastering. Donc l'étalonnage de ces téléviseurs correspond aux normes professionnelles. Donc du coup, des labos comme celui-ci peuvent utiliser ces téléviseurs OLED pour faire tout simplement de l'étalonnage et en même temps avoir une sorte de relation directe avec ce que les gens pourront avoir chez eux. C'est assez nouveau parce qu'avant, on utilisait exclusivement des matériels professionnels dans tous ces laboratoires de mastering, de post-production, d'étalonnage, de coloristes et autres. Et maintenant, entre une nouvelle génération de téléviseurs, donc OLED particulièrement, qui sont capables d'atteindre des performances qui n'étaient pas possibles d'avoir auparavant, notamment au niveau des couleurs et surtout l'angle de vision et le ratio de contraste qui est énorme. Parce que quand on étalonne un film avec un moniteur LCD, il faut savoir que le moniteur LCD n'a pas un angle de vision extraordinaire. Donc d'autres personnes dans la même pièce, ils n'auront pas tous la même vision du truc. Par contre, avec l'OLED, tout le monde voit exactement la même chose puisqu'il n'y a pas de rétroéclairage. Donc c'est un truc important qui a été dit ici pendant toutes les réunions qu'on a pu avoir avec tous les professionnels que j'ai rencontrés du mastering, de la colorisation, des rois de la luminance, de l'intégration d'effets spéciaux. Ils bossent en 2K, 4K, 8K, ils font des télécinémas. C'est passionnant de voir à quel point ça évolue et où ça va très très vite avec l'arrivée du HDR 10+, du Hybrid Log Gamma, du Dolby Vision. Ces gens-là bougent tout le temps parce que l'industrie bouge tout le temps. Maintenant, il faut que le grand public derrière puisse avoir le moyen de retranscrire tout ça. Et c'est toujours là qu'est le problème. Power. On va y aller comme des voleurs, un peu comme ça. Voici une des pièces de travail. Il y en a des dizaines dans ce laboratoire de mastering. Un endroit où on peut recevoir par exemple un réalisateur, un directeur de la photo, toute une équipe de tournage. Et devant, on a bien sûr la possibilité de voir les techniciens travailler. Ils peuvent faire du montage. Là, c'est pas des coloristes. Ils peuvent faire du montage, ils peuvent faire du sous-titrage. Et derrière, il peut y avoir une partie de l'équipe du film. Et je vais vous dire, parmi les choses qui énervent le plus ces techniciens que j'ai rencontrés ici dans les laboratoires, c'est que les téléviseurs que l'on vend ont tous des réglages différents. C'est-à-dire que vous avez un téléviseur, vous l'achetez, vous avez des tas de modes qui sont préréglés, mode de démonstration, mode vivide, mode cinéma, mode je ne sais pas quoi. Et en fin de compte, aucun des modèles ne va délivrer le même type d'image. Tandis que eux, quand ils fabriquent la colorimétrie, quand ils font un truc qui est fidèle à la vision du réalisateur, ils sont censés délivrer le meilleur master possible. Mais après, c'est au petit bonheur la chance de ce que le public va avoir. Mais il est rare que le public puisse avoir
voir vraiment tout ce qui a été fait ici dans les laboratoires de post-production où vraiment l'image est ultra léchée. On passe un temps fou à étalonner plan par plan, c'est-à-dire qu'il y a un plan, pof, on arrête tout, on l'étalonne. Plan suivant, on arrête tout, on l'étalonne. Et le mot étalonner, ça veut dire régler, on va dire, la colorimétrie, la luminance, trouver la bonne colorimétrie par rapport à la scène. Par exemple, s'il y a un endroit où il y a trop de lumière derrière le personnage, parce qu'en fin de compte, ça ne devrait pas être là, on va baisser la lumière derrière lui et garder que son visage. On rend l'image totalement crédible. Et on peut rattraper en même temps, grâce à ce banc de montage, à banc de colorisation, banc de montage et plein d'autres trucs, on peut rattraper des erreurs pendant le tournage. Par exemple, ils sont capables de fabriquer une scène de nuit alors que la scène était tournée en plein jour. On en est là techniquement. J'en profite pour vous donner un petit peu une idée de l'importance du travail du coloriste dans la fabrication des images. Et il est censé avoir des images qui viennent de tous les côtés, c'est-à-dire une image qui a été tournée avec une telle caméra, une autre caméra en 8K, mélangée avec des images avec des pellicules et autres. Il doit s'arranger pour que toutes ces images collent entre elles, c'est-à-dire qu'il doit les étalonner pour qu'elles non pas se ressemblent, mais qu'elles aient une même tonalité, alors que les masters sont différents, qu'on a rajouté des effets spéciaux par-dessus, qu'il y a eu plein de trucs. Enfin bref, son travail est juste gigantesque. C'est lui qui donne la tonalité du film, il donne sa personnalité visuelle, comme un directeur de la photo numérique en fin de compte, pour que le film ait une unité totale et que les gens ne se disent pas tiens, cette morceau d'image il vient d'ailleurs, tiens il n'est pas étonné de la même façon, tiens de ce côté là il n'a pas le même visage, le mec c'est rose alors qu'avant c'était orange. Non, le coloriste va uniformiser tout ça, c'est génialement important et c'est pour ça, encore une fois j'insiste sur ce point, les coloristes sont très très prisés à Hollywood parce qu'un bon coloriste, un mec qui a l'œil, capable de se souvenir de l'étalonnage des couleurs qu'il avait sur une scène qu'il a lui-même utilisé ou masterisé il y a 3 mois, ça c'est très important. Ah là, l'émotion à son maximum. Je suis toujours à Hollywood, cette fois-ci j'ai changé d'endroit, parce que comme ça moi je bouge. Je suis maintenant au Panasonic Hollywood Laboratory, c'est un laboratoire de mastering, de pré-mastering, ils travaillent les masters de tous les côtés, ils ont été les pilotes sur le DVD, ils ont été pilotes sur le Blu-ray, ils font maintenant du Blu-ray Ultra HD, ils ont été pilotes sur la 3D, bref ils font plein de trucs, ils bossent avec tout Hollywood, et surtout Panasonic est maintenant à la tête, si je puis dire, fait partie du consortium HDR10+. Alors le HDR10+, le consortium comprend donc Panasonic, Samsung, la Fox, c'est le concurrent direct de Dolby Vision. Moi, techniquement, le HDR10+ est intéressant parce que ce sont des métadonnées dynamiques. Donc, c'est vraiment le concurrent de Dolby Vision, c'est entre guillemets un HDR haut de gamme. Ce qui m'ennuie, c'est pas que le HDR10+ existe, c'est qu'il n'est pas le seul. Alors, le HDR a été lancé il y a à peu près 1 an et demi. Ça permet d'avoir une image avec une plus grande amplitude entre les zones claires et les zones sombres et avoir également une meilleure colorimétrie. Ça, c'est sur le papier. Alors, il existe plusieurs types de HDR. Bah oui, sinon, ça serait trop facile. Alors, actuellement, il y en a, à ma connaissance, 5 types de HDR. Nous sommes sur le stand LG qui dispose de la plus grande compatibilité actuelle avec les types de HDR. On va y aller tout doucement. Le HDR basique, entre guillemets, c'est le HDR 10 Pro ou pas Pro, ça ne change rien. Pour une diffusion télé en direct, il y a le Hybrid Log Gamma. Voilà, Technicolor a son système qui n'est pas tellement utilisé et il y a Dolby Vision qui est le haut de gamme du HDR. Il y en a un autre qui n'est pas ici qui s'appelle le HDR 10+, qui est le concurrent direct du Dolby Vision. Quelle est la différence réelle sur le terrain de ces différents types de HDR? C'est tout simple, les HDR 10 et Hybrid Log Gamma sont des HDR un peu aléatoires. On ne modifie pas beaucoup de choses. Quand on regarde un film en entier, vous regardez un film, oh là là, on règle le HDR presque une fois pour toutes. Et c'est pas à chaque image où on retouche au plan, où on fait des choses différentes. Non, non, lui, il est plutôt statique. Ce sont des métadonnées qui sont intégrées dans l'image, mais elles ne sont pas très évoluées. Par contre, le système Technicolor, Dolby Vision ou HDR10+, c'est ce qu'on appelle des métadonnées dynamiques. C'est-à-dire qu'à chaque plan, à chaque image, il y a des indications de métadonnées pour que le téléviseur sache comment ajuster justement le High Dynamic Range. C'est plan par plan, c'est-à-dire que c'est très compliqué à fabriquer, c'est beaucoup plus cher, tandis que les autres c'est un peu aléatoire, c'est un encodage fixe aléatoire et l'autre c'est dynamique. Donc actuellement, les technologies les plus performantes pour le HDR, c'est Dolby Vision et HDR10+. Et un est pile poil le concurrent de l'autre. Le seul problème est tout simple, c'est qu'il n'y a aucun fabricant à ma connaissance qui sont compatibles avec tous les HDR. À chaque fois, il y a des paroisses. Il y a des fabricants qui vont vers Dolby Vision et d'autres qui ont signé pour HDR10+, comme justement Panasonic ou bien Samsung, qui sont liés à la Fox, sont liés à Hollywood, pour avoir justement le HDR10+. Et la plupart de l'industrie des Blu-ray disques et autres sont plutôt Dolby Vision parce que c'est le cinéma. Donc vous vous rendez compte un petit peu, je vais être vulgaire, un peu le merdier, c'est qu'il aurait pu avoir peut-être que 2 formats, uniquement le 10 classique, et soit le Dolby Vision, soit le HDR10+, mais non, on en balance d'autres, sachant que tous les téléviseurs qui sortent, il n'y en a aucun qui est compatible avec tout. Donc moi, c'est un truc qui me sidère, c'est comment est-ce qu'une industrie peut penser séduire un consommateur en disant, je vous mets des morceaux de choses, et si tu veux l'intégralité, il faut que tu achètes 2 téléviseurs ou 2 lecteurs de Blu-ray disques. C'est impensable de faire ça.
En se baladant comme ça de studio en studio, on a appris des tas de trucs techniquement. La nouvelle vogue actuellement à Hollywood, un peu partout, c'est de remasteriser des films afin qu'ils sortent en vidéo en HDR, Dolby Vision. Alors qu'est-ce que l'on fait? On récupère la pellicule ou un master et on fait intervenir un coloriste qui va à nouveau travailler l'image pour ce qui était avant une image standard qui était diffusée en télé ou sur Blu-ray, soit maintenant une image qui soit HDR, Dolby Vision, HDR10+. Il faut tout refaire derrière, ça ne peut pas être fait en automatique, il faut un nouveau coloriste qui retravaille tout et c'est le nouveau deal à Hollywood et ça fait commencer. Parmi les choses à savoir, sur les choses que j'ai apprises pendant toutes ces réunions avec le coloriste, c'est qu'un coloriste peut vraiment retravailler l'image comme il veut, c'est-à-dire qu'il peut intervenir sur beaucoup de paramètres. Son seul problème est lié au grain. Vous savez, la granularité dans l'image, s'il y a trop de granularité, il ne peut pas trop pousser les paramètres parce que le grain va dénaturer son travail. Donc il y a en effet des vieux films qui ont été donc avec une pellicule, du grain prononcé, on a une marge de manœuvre très limitée quand il s'agit de faire une colorisation ou pousser le HDR avec, parce que certains défauts liés à une captation peuvent apparaître à ce moment-là. Donc lui, il essaie à chaque fois de doser ce qu'il peut faire techniquement par rapport à la nature du master. Ça peut être une pellicule ou bien un tournage numérique, mais à chaque fois, il faut arriver à doser. Et c'est là qu'est tout le talent des coloristes, que ce soit Hollywood ou dans le monde entier, de parvenir à un résultat qui soit naturel et pas surpoussé. Parce qu'autrement, si on pousse tous les paramètres, ça va être dégueulasse à l'image. On va avoir du grain qui va remonter, le grain va prendre une couleur. Enfin, bref, ça va être la catastrophe internationale. Ils essayent d'éviter ça au moment du mastering. Il faut savoir qu'on est en train de, non pas découvrir le HDR, on n'est pas en train de découvrir le Dolby Vision, mais il faut le dompter. Il faut quand même parvenir à avoir des résultats qui sont naturels sans qu'on ait l'impression que ça soit fluo de tous les côtés, qu'ils soient en foot de tous les côtés. Donc c'est là qu'est la nuance et il faut un bon coloriste et il n'y en a pas des dizaines dans le monde. Voilà, c'est la fin. C'est la fin, on s'est baladé ensemble dans les studios, on a appris des trucs que je voulais apprendre vraiment en votre compagnie sur la masterisation des films, sur la façon dont on peut travailler une image, on peut peaufiner une colorisation, un étalonnage des couleurs, la luminance et autres, c'est super important. Et ça va, je pense, si on s'y prend bien, dans les années à venir, ça peut changer notre perception qu'on a du cinéma ou des séries qu'on voit sur Netflix ou Amazon Prime, parce que Hollywood est en effervescence. Ils savent qu'il faut faire quelque chose, il faut que ça bouge de tous les côtés, les téléviseurs sont là, tous les moniteurs sont là, sont compatibles HDR, HDR10+, ou Dolby Vision suivant les marques et les modèles. C'est là qu'est le problème d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas un standard unique, mais on sait très bien qu'il faut que ça évolue. Donc déjà, il faut qu'il passe vraiment en Ultra HD réel, donc il commence à tourner en 4K et qu'il puisse le monter en 4K, et qu'après on travaille l'image en post-production en HDR et autres, qu'on rajoute plein de trucs. Enfin bref, c'est l'effervescence totale. On a vraiment, nous les journalistes, des tas de choses à dire pour toutes les années à venir, tellement c'est le bazar. Voilà, amusez-vous bien, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous faire plaisir. À très très vite, ciao.